Bonjour et bienvenue, Mont-Blanc Live en version nature aujourd'hui. Alors l'équipe du jour, une équipe féminine pour m'accompagner, Claire, Aurélie, Marine, bonjour les filles. Bonjour Sébastien. Alors notre invité est à la tête du parc, d'un espace naturel extraordinaire, l'un des 10 parcs nationaux en France. Il y en a 10, 7 en métropole, 3 en outre-mer. Et donc notre invitée est Eva Aliacar, la directrice du parc national de la Vanoise. Je vais y arriver pour démarrer cette émission. Parc national de la Vanoise, qui est le tout premier parc en France en 1963. Tout à fait. Alors, c'est quoi la vocation principale d'un parc ? Alors, plusieurs vocations dans un parc national. La première, c'est la protection de tous les patrimoines naturels, mais aussi culturels. On a tendance à l'oublier. La deuxième mission, c'est l'éducation à l'environnement. On ne protège bien que si on s'approprie. Et pour s'approprier, il faut s'émerveiller et on boucle cette belle boucle qui permet de protéger pour longtemps. Et la troisième mission, c'est la recherche et la connaissance, mieux connaître, forcément aussi là pour mieux protéger et pour mieux gérer chacune des espèces, des écosystèmes. Et enfin, la dernière mission, c'est l'accompagnement des collectivités, des partenaires sur le territoire pour porter des projets de développement durable. Alors, la protection des espèces, on va en parler. Avant cela, c'est quel périmètre ? La Vanoise, on va rappeler ce massif, on a des cartes pour préciser le périmètre du parc national de la Vanoise. Alors, le périmètre du parc national est constitué par un cœur de parc avec une réglementation particulière, une protection particulière, interdiction de survol, interdiction de circulation, interdiction de cueillette, notamment pour protéger les écosystèmes. Et puis, c'est une aire d'adhésion. Autour de ce cœur, cette aire d'adhésion, elle est constituée de territoires qui peuvent là tout à fait être urbanisés et sur lesquels les communes ont fait le choix d'adhérer à un projet de territoire qui s'appelle la charte du parc. Et donc nous avons 2 communes qui ont choisi d'adhérer, qui sont en bleu clair sur la carte, qui sont les communes des belles villes, porteuses donc, des stations, notamment des Ménurets de Val Thorens et la commune de Pézé-Nancroix, qui ont décidé d'adhérer. Donc leur territoire est inclus dans le territoire du parc. Le reste, ce qui était initialement la zone périphérique dont les premiers projets de parcs nationaux, a disparu. Ça s'appelle aujourd'hui l'aire optimale d'adhésion. Donc c'est le territoire à maxima que pourrait prendre le parc si toutes les communes de ce territoire décidaient d'adhérer à la charte. Et ça représente combien de communes ? 25, 29 ? Alors 29 à la création du parc, 25 aujourd'hui avec les fusions de communes qui ont pu avoir lieu notamment en Maurienne. Ce parc qui fait du coup combien d'hectares au final ? Alors 535 km², 400 km de sentiers pour donner quelques chiffres. Voilà, 25 communes, 17 avec du cœur, le reste n'ayant pas de cœur de parc sur leur territoire. Et c'est le premier parc qui a été créé. Est-ce que c'est le plus grand en France ou pas ? Non, le plus grand, c'est le parc amazonien de Guyane. La Guyane. Voilà, qui recouvre une très grande partie de la forêt guyanaise, alors avec des enjeux encore très différents. L'objectif, l'ambition derrière la politique des parcs nationaux, c'est de protéger une dizaine, probablement bientôt 11 avec le parc Feuillues de Plaine, d'écosystèmes différents. Que tous les écosystèmes que l'on peut trouver sur le territoire français, métropole et outre-mer soient protégés et qu'on ait cette empreinte en fait, de protection sur chacun de ces écosystèmes. Alors la protection, on voit justement des images, la marmotte, la protection de la faune et de la flore. Principalement, quelles sont les espèces que vous protégez, peut-être à la création et aujourd'hui encore ? Alors à la création, le parc de la Vanoise a été créé spécifiquement pour protéger le bouquetin. Et pour créer un espace protégé contigu avec le Grand Paradis qui avait été créé, lui, en 1922 pour protéger cette même espèce de bouquetin qui était en voie de disparition. À cause de la forte pression de chasse. Voilà, tout à fait. Oui, le bouquetin était une espèce très chassée et c'est le roi Victor Emmanuel qui a décidé de la protéger en Italie et nous avons décidé en France, mais 30 ans plus tard, de faire de même. Avec la création de ce qui fait un grand espace européen de protection du bouquetin. Alors, les cerfs sont également protégés ? Non, alors les cerfs ne rentrent pas dans la liste des espèces protégées. Ce sont par ailleurs des espèces qui sont chassées, mais elles apprécient particulièrement le territoire du parc. La quiétude du parc. Exactement, la quiétude du parc. Alors les autres espèces, on a vu la marmotte, alors c'était des images estivales, parce que la marmotte, elle hiberne actuellement. Elle hiberne et elle a bien fait d'hiberner cet hiver. Les temps sont rudes pour les espèces qui n'hibernent pas. Du fait des grandes quantités de neige et de la faiblesse importante de
la ressource. Voilà, mais il y a effectivement des chamois. Alors les chamois. Plus de 4000 sur le territoire du parc. Espèce qui n'a pas le statut comme le bouquetin d'espèce protégée, mais qui est très emblématique aussi du territoire et qui est une espèce qui est très importante pour nous parce que c'est ce qu'on appelle une espèce sentinelle. Elle est assez représentative dans sa vitalité de l'état du milieu et des écosystèmes, et notamment c'est un très bon indicateur de changement climatique et derrière de changement des alpages, de l'herbe, de la qualité de l'herbe, etc. Alors que se passe-t-il dans un parc en plein hiver? Eh bien, on s'est posé la question et Aurélie est allée suivre justement des gardes du parc national. Oui Sébastien, alors on l'a dit, Eva, le bouquetin c'est l'animal emblématique du parc national de la Vanoise. Le pourquoi de la création du parc: je suis allée à la rencontre d'une équipe qui compte les bouquetins en hiver. C'était donc en Haute-Tarentaise, sur les hauteurs de Tignes, à plus de 3000 mètres d'altitude. Alors 2 impératifs quand on veut aller compter les bouquetins en hiver. En 1, il faut savoir faire du ski de randonnée, parce que les approches peuvent parfois être assez longues. Et en 2, il faut se lever tôt. Il y a les 2 gros mâles couchés en bas, là. Oui, on avait 2 gros mâles et un mâle au milieu. Et le mâle qui est au milieu là-bas. Et là, il y en a 2 autres. On est dans la réserve naturelle nationale de la Grande Sassière, voilà, au niveau du plateau. Là, on voit le sommet de la Grande Sassière, au fond, la de Sainte-Hélène. Et derrière la de Sainte-Hélène, après, c'est la frontière italienne, donc on n'est pas très loin de l'Italie. Les suivis de bouquetins, on va les faire dans le cœur de parc, dans les réserves pour lesquelles on est gestionnaire. Et on va prendre les populations en entier, c'est-à-dire que là, par exemple, on a compté aussi la partie qui est hors réserve, puisque la population, après, elle ne connaît pas les frontières, elle ne connaît pas les cartes hygiènes, donc elle déborde. Donc on prend les populations dans leur globalité. Pour faire le comptage de bouquetins, on est plusieurs équipes réparties sur tout le vallon. Donc là, en fond de vallée, on a 2 collègues qui ont fait 2 points d'observation pour aller couvrir toute la zone du fond. Le but du jeu, c'est d'être le plus juste possible, donc de ne pas faire de double comptage. Après, il y a une marge d'erreur parce qu'on peut les louper. Des fois, ils sont couchés contre un rocher, on peut ne pas les voir. Donc là, on va répéter 3 fois les comptages pour limiter la marge d'erreur. On va dégrossir avec la jumelle. On va regarder aussi les parties lointaines avec la longue vue. Et après, une fois qu'on a un groupe, on va déterminer l'identité de chaque individu. Et ouais, donc tu avais les 6 là avec le mâle et plus 2 en dessous, c'est ça? Une femelle et un cabri. D'accord, qu'on n'avait pas vu nous, en montant. Ouais, mais c'était pleine falaise, alors. Ouais. Donc en fait, après, on capitalise les données à l'échelle plus vaste que le secteur, donc à l'échelle du parc national, et on les traite et on les analyse pour voir quelles sont les tendances démographiques des populations de bouquetins en Vanoise. Grosso modo, l'idée, c'est de mieux comprendre si la population est en croissance, si elle est en diminution ou si elle est en stagnation. Et essayer de détecter en quelque sorte des phénomènes anormaux, voilà, des maladies ou des gros cas de mortalité, par exemple. Là, on est sur une population qui est stable, voire légèrement en augmentation. Donc c'est une population qui se porte bien. Après, cette population est issue d'un goulet d'étranglement génétique, puisqu'il restait qu'une 60aine d'individus en Vanoise, en Haute-Maurienne historiquement, et les autres individus sont issus du parc du Grand Paradis en Italie. Donc on a une population qui est, on va dire, abondante, mais qui est fragile génétiquement parlant. D'où notre responsabilité en tant qu'équipe du parc de suivre ces populations emblématiques de bouquetins. Donc ce jour-là, l'équipe a recensé 123 bouquetins, un comptage positif. La population Eva se porte bien. Néanmoins, comme il l'est dit dans le reportage, c'est une population, une espèce fragile et il faut rester vigilant. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au moment de la création du parc, les principales actions qui ont été mises en œuvre ont été de la réintroduction, mais on part, c'est ce que disait Jérôme Cavaillès, d'une très petite population, donc avec une grande fragilité. Et quand on nous pose la question de savoir, bon, alors, est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il ne va pas bien et combien il y en a exactement? On ne sait pas combien il y en a exactement, on estime des tendances. Aujourd'hui, il va bien,
Mais du jour au lendemain, les choses peuvent basculer. C'est déjà arrivé avec des maladies qui ont affecté la population en 2010-2012, avec une très forte chute du nombre d'individus. Donc à la fois, ça va bien, mais ça peut très vite aller mal. D'où tout ce travail qui est mené aujourd'hui dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Alcotra, avec l'ensemble des espaces protégés franco-italiens, mais aussi sur l'espace franco-espagnol avec les Pyrénées, pour essayer de mieux connaître la population et d'identifier quelles seraient les mesures de gestion que l'on pourrait mettre en place pour réduire cette vulnérabilité et cette fragilité de l'espèce aujourd'hui. On la voit, hein, la vulnérabilité, c'est la façon dont est fait le comptage avec des longues vues, parce que les bouquetins sont tapis dans des zones d'hivernage, ils sont dans les rochers et ils ne bougent pas de l'hiver, en fait, c'est ça. Hein. Mais ils ont leurs petites habitudes, hein, comme tout le monde. Et donc, chaque année, on les retrouve plus ou moins dans les mêmes zones, qui sont des zones qui, pour eux, sont des zones de tranquillité. Dans les vires, ils sont assez peu accessibles aux prédateurs. Et ils peuvent aussi trouver un peu de nourriture. Et versant sud de préférence. Et versant sud pour être au soleil. Et au soleil, voilà. Adorer la pilule. Voilà. Exactement. Comme on l'a vu dans ce très très beau reportage. On les comprend. Ouais, en tout cas, c'était un grand plaisir d'accompagner votre équipe. Hein. Je souligne la passion de ces gens de terrain, parce que c'est vraiment ce qui ressort. Hein. La passion et la patience, c'est ça aussi, parce qu'il faut attendre des heures et des heures. La patience et le plaisir de transmission, qui est vraiment très présent aussi. Ce sont des amoureux de la nature et c'est vraiment et qui ont envie de le partager. Voilà. C'est ça qui est important. Et ce sont bien ces mêmes personnes qui font et du comptage et qui sont gardes et qui éventuellement peuvent dresser un procès-verbal en cas d'infraction à la législation l'été quand on se promène avec un chien dans un parc, par exemple. Exactement. En fait, ils sont multicasquettes. C'est ce qui fait aussi la richesse de leur métier. Et c'est ce qui leur permet aussi de nourrir leur position, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité, quand ils constatent une infraction, d'expliquer pourquoi. Pourquoi, effectivement, c'est embêtant de rentrer dans le parc avec un chien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a déjà des patous qui gardent des ovins, voilà, des troupeaux, et que ça peut perturber les troupeaux d'introduire un chien. Ça peut aussi déranger la faune qui, à certaines périodes de sa vie, peut être vulnérable. On a vu les bouquetins, par exemple, en ce moment, c'est très difficile pour les bouquetins. Il y a énormément de neige, ils ont du mal à se nourrir. Vous dérangez un bouquetin, il va consommer énormément d'énergie pour fuir. Vous avez pu le voir, il y a beaucoup de neige. Mais lui, il s'enfonce, en fait. C'est pour ça qu'il reste dans les rochers. En fait, c'est très lourd, un bouquetin, très lourd, contrairement à un chamois qui est beaucoup plus agile. Et c'est pour ça qu'ils sont vulnérables. Exactement. Et donc, l'hiver, en ce moment, ils sont très vulnérables parce qu'ils mangent très peu. Ils ont besoin de garder leur énergie pour tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Et quand on les dérange, il faut marcher dans la neige et marcher dans 50 cm de neige. Vous avez eu l'occasion de le faire aussi. C'est pas facile pour fuir. Ils n'ont pas de ski ou de raquettes à neige, forcément. Donc voilà. Alors l'homme vit aussi dans le parc. Ce n'est pas un sanctuaire, un parc national. Il y a des refuges dans un parc national. Et Claire s'est penchée sur le dossier des refuges. Effectivement, je vais vous emmener dans le domaine skiable des Trois-Vallées, à côté des Ménuires. C'est le refuge du Trait d'Union, qui est dirigé par Viviane Udris. Cet endroit est une ancienne maison de famille qui a été transformée en refuge pour accueillir tout simplement randonneurs, skieurs et puis touristes. Regardez. Le refuge, il a été inauguré le 23 décembre. Donc on avait, avec mon mari, on avait acheté cette ruine donc, en 2004. Un chalet d'alpage parce qu'on aimait bien l'idée de passer du temps en pleine montagne, en harmonie avec la nature. Et puis, il y a 2 ans, j'ai perdu mon mari. Et l'endroit s'est arrêté de vivre. Et j'ai eu envie, en fait, de redonner vie au lieu, que l'âme du chalet continue de perdurer et que je reprenne le flambeau de ce qu'on avait construit avec mon mari. Notre plaisir, c'est que les gens passent un moment qui soit convivial, où ils se sentent presque comme chez eux. Voilà, les gens peuvent, quand ils arrivent, ils peuvent, s'ils le souhaitent, ils peuvent poser leurs chaussures de ski ou leurs chaussures de rando. Il y a des petits chaussons pour être à l'aise. Et puis on mange un petit plat mijoté maison qui a été préparé le matin. Il y a une petite anticipation au niveau des courses, puisqu'il faut penser à tout ce que nous allons avoir besoin pour faire le repas, puisque il y a une partie d'acheminement qui ne peut se faire que le matin. Si on a oublié un ingrédient majeur et qu'il est en bas, on ne pourra pas faire la recette. Donc on fait de la cuisine simple,
en essayant qu'elle soit goûteuse. Et on fait tout à la main. Les robots électriques sont consommateurs d'énergie, donc il faut les éviter au maximum et on reprend les gestes d'avant, donc on faisait tout à la main au lieu d'utiliser des robots. Voilà, on retrouve la manière de cuisiner qui existait auparavant. Allez, on va passer à table alors. Alors pour le menu, aujourd'hui je vous propose des dios qui sont des saucisses de Savoie avec des creusets. C'est délicieux. C'est parfait, vraiment. Très bien, c'est vraiment bon. Hyper bon. Voici donc ce magnifique refuge où l'esprit est à la fête, vous l'avez vu avec l'accordéon. Petite précision, il ne figure pas dans le parc de la Vanoise ce refuge, mais par contre, il est sur l'une des communes qui a adhéré à la charte. Au total, c'est bien 16 refuges qui sont dans le parc. Et quels sont les critères pour pouvoir ouvrir un refuge dans le parc? Alors, il y a un peu plus de 16 refuges dans le parc. Seulement 16 refuges sont propriété du parc de la Vanoise. Après, il y en a qui sont CAF, il y en a qui sont... Voilà, il y a des refuges privés, il y a des refuges communaux, il y a toute une diversité. La spécificité de la Vanoise est d'être maillée par un réseau très important de refuges, qui n'est pas le cas de tous les parcs nationaux, et qui permettent en fait d'être en itinérance et de voyager au long cours sur plusieurs jours en n'ayant pas apporté son matériel. Vous avez une vraie volonté au sein du parc national de la Vanoise de faire des gardiens de refuge qui sont donc dans le parc et qui sont à vous, des ambassadeurs de ce parc et de la nature. Oui, c'est vrai que c'est un peu notre objectif de dire que quand on va dans un refuge propriété du parc, on ne va pas n'importe où, dans n'importe quel refuge. On va dans un refuge qui a de fait une mission de service public, mais ça c'est la norme de tous les refuges d'accueil. Mais on va aussi dans un refuge avec une mission de sensibilisation à l'environnement et d'éducation à l'environnement au sens large. Éducation au patrimoine, on en parlait tout à l'heure, mais éducation au développement durable aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec notre réseau de gardiens des 16 refuges pour les former à toute la connaissance du patrimoine, les former aux économies d'eau, travailler avec eux pour installer des matériels pour être autonomes d'un point de vue énergétique, aussi avec des panneaux photovoltaïques, piles à hydrogène au col du Palais, pour innover et être le plus exemplaire possible et accompagner quelque part le temps de ce séjour les visiteurs dans des comportements un peu plus vertueux pour leur donner envie de poursuivre chez eux. Alors justement, dans cette idée d'interprétation, d'éducation, en tout cas Marine s'est penchée sur cette question de centre d'interprétation. Elle en a trouvé un dans le secteur. Alors nous sommes rendus à l'espace Glacialis à Champagny en Vanoise. Donc là on s'intéresse un peu plus aux glaciers du parc de la Vanoise. Donc c'est un centre qui est consacré à la découverte de ces glaciers et nous sommes donc partis en raquette pour faire une randonnée avec un guide qui va nous faire découvrir ces espaces. L'espace Glacialis est un centre d'interprétation sur les glaciers de montagne. Ça permet d'expliquer à tous les publics, aux petits comme aux plus grands, qu'est-ce qu'un glacier, comment ça fonctionne. Alors on a la chance d'être dans un site classé, un milieu naturel exceptionnel qui est dominé encore par de nombreux glaciers. Et à l'intérieur, dans ce musée qui est sur 2 étages avec des schémas, des maquettes, on peut expliquer ce que c'est qu'un glacier, comment il fonctionne. Vous avez ici la maquette du vallon de Champagny avec les hauts sommets qui dominent le vallon. On voit encore quelques glaciers, heureusement. Ces glaciers qui autrefois occupaient l'ensemble du vallon de Champagny, qui était recouvert par 1000 mètres de glace il y a plus de 10 000 ans. Donc tout à l'heure, lors de la sortie, vous pourrez aller découvrir un petit peu plus précisément ce vallon en parcourant le sentier qui vous amène jusqu'au hameau de Friburge, faire cette petite boucle en raquette. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Damien, donc pour cet après-midi je serai votre moniteur guide pour faire la balade en raquette sur le vallon de Champagny-le-Haut. Donc l'idée de la promenade cet après-midi c'est de parler d'un petit peu de tous ces paysages qu'on a autour de nous, avec notamment les glaciers qu'on a dans le fond de vallée et puis la formation des vallées, c'est un petit peu la thématique aujourd'hui de la balade. La vallée glaciaire en fait son profil c'est vraiment un profil qui est en U, donc on a
des montagnes de chaque côté forcément. Et vous voyez, ça ressemble comme ça à un U, parce que c'est le glacier qui a façonné en fait cette vallée. Maintenant, il ne nous reste plus que des embryons de glacier. Quand on est dessus, on les trouve gros, notamment là sur la Grande Motte, la Grande Casse. Il y a encore des glaciers. La partie qui est juste sous les barres rocheuses, là, la Grande Motte, c'est un glacier. On a des traces en fait de ce passage de ces glaciers, ça dépend de la qualité de la roche. Un petit peu plus bas là sur le vallon, on appelle ça de la roche moutonnée. Il y a d'autres exemples plus haut dans la vallée, mais on ne va pas pouvoir y aller. Où on voit vraiment la trace de l'abrasion du glacier qui a fait comme un petit peu un papier de verre sur un morceau de bois. On voit les stries du glacier qui est passé. Même en hiver, à la base du glacier, la température est toujours positive. Entre moins 1 et plus 1, plus 2. Donc on a de l'eau. Par contre, là vous voyez, on pourrait se dire c'est facile, on peut traverser. Vous revenez au mois d'avril, mai, quand les glaciers commencent à fondre plus toute la fonte des neiges. Le ruisseau il est vraiment noir, marron et il y a énormément d'eau, hein, on ne peut pas traverser. Donc il y a vraiment une grosse fluctuation des niveaux d'eau. Alors vous pouvez réserver votre balade en raquette. Donc la prochaine aura lieu le 3 avril. Il faut compter à peu près 3 heures de promenade, mais c'est l'occasion de découvrir du coup ces glaciers qui sont encore présents dans le parc de la Vanoise. Il en reste encore quelques-uns. Oui, il reste encore des glaciers. On est quand même encore à très haute altitude et avec encore quelques beaux glaciers, même si la situation se détériore comme partout dans le monde pour les glaciers de la Vanoise. Et ils sont extrêmement observés par un très grand nombre de scientifiques et de chercheurs, notamment le glacier de Gebroula, qui est situé dans le parc national et qui fait l'objet d'un suivi. C'est le glacier français suivi depuis la plus longue période de suivi. Voilà, quel historique le plus long. Voilà. D'accord. Suivi depuis 1870, avec des relevés divers et variés. Et aujourd'hui, nous accompagnons les chercheurs chaque année pour ces relevés, pour suivre le fonctionnement de ce glacier et les effets du changement climatique sur... Le point culminant du parc, c'est la Grande Casse, c'est exactement. Ça, 3855 mètres, on peut le rappeler. La Grande Casse, ouais. Avec après tous les dômes de la Vanoise, on rappelle aussi, c'est des très beaux glaciers aussi. Magnifique. Magnifique terrain de jeu. Que l'on peut, pour les alpinistes, mais aussi pour les skieurs. Mais je pense que c'est important aussi de rappeler que ce n'est pas qu'un parc avec des très hauts sommets qui pourrait laisser une impression un peu élitiste. C'est aussi un parc qui est très accessible par diverses portes. Et notamment quand on arrive à Plan du Lac, refuge de Plan du Lac, via le parking de Bellecombe, on peut observer tous ces glaciers par une petite promenade de 30 minutes. Donc ça reste accessible, il n'y a pas que des balades difficiles. Le paysage du parc est vraiment façonné par cette histoire glaciaire en fait. Complètement, c'est au cœur de sa géologie et de sa morphologie. Alors Cédric Affuguet, lui, il n'est pas sur le plateau. Alors on a rebaptisé sa chronique Saveurs des montagnes, direction le domaine François et Éric Carrel à Jongieu, en Savoie évidemment, pour découvrir un vin et son risotto. Retrouvez les saveurs des montagnes avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. Éric Carrel, bonjour, vous êtes vigneron à Jongieu, je prononce bien? Tout à fait, à Jongieu. Vigneron depuis 5 générations. Donc arrière-arrière-grand-père? Tout à fait. Et vous faites différents cépages, dites-moi tout. Oui, nous avons plusieurs cépages. Donc le Jongieu blanc avec la Jacquère, la Roussette avec l'Altesse, le Gamay, le Pinot Noir et la Mondeuse. Moi, je vous propose avec l'Altesse, on va réaliser un risotto parmesan, petite girole, et puis après on va se régaler tous les deux. Parfait. Pour la réalisation de la recette, je vais avoir besoin du fameux 100% Altesse, du bouillon de légumes, un oignon ciselé, du riz spécial risotto, 50 g de beurre, 60 g de parmesan en poudre, des petites girolles, regarde comme elles sont belles, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du poivre. Ça te va jusqu'à présent? Parfait. Allez, on commence tout de suite. On va verser un petit peu d'huile d'olive ici. Maintenant, on va mettre l'oignon ciselé. Et là, Éric, c'est toi qui vas faire revenir les oignons. On va verser tout de suite le riz à risotto dans la poêle. On remue délicatement et là on va essayer d'aller faire nacrer ces grains de riz. Éric, c'est le moment de verser ton fameux vin blanc. Sur la recette, on dit à peu près 25-30 centilitres de vin blanc, mais là on va être un peu plus généreux. On peut. Dès que le vin blanc sera bien absorbé par le riz, on pourra ajouter le bouillon de légumes.
Voilà. Et là, tu vas tourner délicatement. Le risotto, c'est de la patience, Eric. Est-ce qu'il en faut aussi dans les vignes? Ah, beaucoup, beaucoup. C'est un travail de minutie. Je vais reprendre la main pour la suite. Le bouillon a bien été absorbé par le riz. Regarde, là, c'est parfait. On va pouvoir ajouter un petit peu de beurre. Donc, dans le risotto, jamais de crème. On met du beurre. Et c'est l'huile en fondant qui va donner ce côté crémeux, justement. Le beurre, il n'est pas pommade aujourd'hui. Hein. Non, il n'est pas pommade. Ah, eh bien le terme, bravo. Donc là, on est sur 60 g de parmesan. Et là, on va faire réchauffer, mais vraiment feu doux. Alors après, le risotto, on peut le marier avec de la girole, mais ça peut être de la Saint-Jacques. On peut le faire aussi au chorizo, par exemple. On peut le faire à plein d'ingrédients, mais toujours avec un vin blanc de Savoie. Toujours. Là, on va pouvoir directement dresser dans notre assiette. Et vu que vous êtes bien débrouillé, Eric, c'est vous qui allez continuer. Allez. Là, je viens de faire revenir en parallèle des petites girolles. On va pouvoir ajouter des petits copeaux de parmesan. Je vais ajouter des petites herbes. Alors, elles sont belles. Assiette terminée. Est-ce que ça vous plaît, Eric? Elle est magnifique. Merci pour cette belle réalisation. C'est le grand moment. On va pouvoir déguster. À vous l'honneur. Merci. C'était Les Saveurs des Montagnes, avec les 41 magasins Carrefour et Carrefour Market du groupe Provencia, la référence régionale. Cédric Mouton que l'on retrouvera cette semaine sur le plateau pour une nouvelle recette ou plutôt une astuce. Alors on revient au parc national de la Vanoise, c'est la conclusion un petit peu de l'émission. Quels sont maintenant les enjeux? Le parc a été créé pour la préservation des bouquetins. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour le parc national de la Vanoise? Alors, il reste forcément des enjeux de préservation et de protection. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler du gypaète, mais c'est une espèce assez emblématique aussi de ce parc et qui est confrontée, comme le tétralyre, comme d'autres espèces, à la fragmentation des espaces et aux discontinuités écologiques. Donc, un des gros enjeux pour l'avenir, c'est de restaurer ces points noirs paysagers, mais aussi ces points noirs en termes de continuité écologique, pour permettre à ces espèces de continuer à vivre, de ne pas mourir en percutant des câbles, par exemple. Donc ça, c'est plutôt la partie patrimoniale. Et puis pour le parc, il y a un vrai enjeu de gouvernance et du bien vivre ensemble après une dizaine d'années. Voilà, avec les élus, mais aussi avec les habitants. Le parc sort doucement d'une crise profonde et d'une absence de dialogue avec le territoire. Donc l'objectif, c'est aussi de restaurer la confiance, de renouer le dialogue. Et ça fait partie des ambitions prioritaires du bien vivre ensemble dans les 10 prochaines années. Avec tous les acteurs, on l'a compris. Merci, c'est donc la fin de cette émission. Merci Eva Aliacar. Merci à toute l'équipe et en plateau et en régie. Mont Blanc Live continue évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Réagissez avec le hashtag Mont Blanc Live. Et puis les replays de l'émission, c'est évidemment sur le www.montblanclive.com. Bonne journée à tous.